amis, bonjour à tous. Bonjour les amis. Sans borne avec Eric Bilderman. Eric Bilderman, ceux qui apprécient le foot et la Formule 1 le connaissent peut-être, éminent journaliste à l'équipe. Vrai couteau suisse. Un vrai couteau suisse et on le voit aussi à l'équipe télé. Il n'a pas la plus petite carrière du monde. Hein, c'est super chouette. Il va évidemment nous raconter son parcours. Comment il en est arrivé là. C'est le principe même de Sans borne avec. Les petites anecdotes sympas. Les confidences. Le quotidien d'un journaliste à l'équipe. Quels sont les beaux côtés, quels sont les mauvais côtés. Parce qu'il y a aussi des mauvais côtés qu'on ne se rend pas forcément compte. Oui, les astreintes, les voyages, etc. Parmi les métiers rêvés, oui. Et c'est aussi le propre de Sans borne avec de découvrir tout ça. Évidemment avec, je l'ai dit là, le quatrième personnage. Au-delà de l'invité, c'est notre Heidi Buzz. Eric est là, on va le retrouver tout de suite. Salut les garçons. Salut, on s'embrasse. Et merci d'être avec nous. Ça va hein on faisait en quelques mots, tu vois. On est content de t'avoir. Ouais. Parce que pour que les gens se rendent compte, je pense que tu as été notre premier rendez-vous quand on a voulu faire cette émission. Avant même que cette émission soit née et qu'on ait les accords tout le monde, on t'en a parlé, oui tu te rappelles pas, et on avait été déjeuner au Cherche Midi et on s'était dit, on te veut absolument, et tu étais notre premier rendez-vous officiel pour cette émission qui n'existait même pas encore à ce moment-là. Et les pâtes étaient bonnes. Ouais, et c'était il y a presque... C'était il y a 9 mois, non? C'était. Oh, je me rappelle plus quand c'était ça. Ça date, hein, c'est pas loin d'un an. Hein. Ouais, voilà, c'est le temps d'aboutissement des projets. Voilà. Puis en même temps, ça fait un an que j'étais pas libre. Est-ce qu'on t'avait dit qu'on roulait avec notre petite. Ah bah, alors, je suis d'autant plus content de rouler avec ça qu'avec les Heidi Buzz que je l'ai essayé la semaine dernière à Lisbonne pour le journal de l'équipe. Donc on va pouvoir en parler. T'as des souvenirs ou pas du Volkswagen Combi? Tu vois, ça t'évoque quoi? Moi, ça m'évoque les films d'horreur. Les films d'horreur? Mais ouais, pourquoi? Parce que dans les films d'horreur américains, systématiquement, les jeunes qui partent en week-end avant de se faire trucider par les massacres à la tronçonneuse, ils sont toujours dans des combis Volkswagen. Et c'est incroyable. Il y a une dizaine de films où systématiquement les jeunes partent avec c'est marrant, on ne l'a jamais fait celle-là. On nous a fait Scooby-Doo, Van Life, les week-ends en camping-car, etc. Le film de rêve. Mais j'ai fait un papier là-dessus il y a 2 ans. J'étais avec Volkswagen à une réunion de toute l'Europe des propriétaires de combis historiques et des combis actuels. Et justement, le papier, je me suis dit, mais ça me dit quelque chose. Et j'ai regardé une dizaine de films. Tu tapes sur internet film d'horreur combi Volkswagen et tu as tout un listing. Bon, on ira regarder, on mettra en impression image. C'est génial. Attends, ce qui est marrant, c'est que je n'aurais dit, j'ai une tante qui est morte dedans. Nous, on arrive tout content. Super, c'est rigolo, regardez. Je voulais juste. C'est pas un film d'horreur qu'on tourne. Non. J'espère, parce que moi, c'est parce qu'on m'a vendu. Pas toucher du bois. Mais justement, en quelques mots, alors, pour que les gens comprennent, en fait, tu as été ce qu'on appelle un essai presse. Donc tous les médias étaient invités. Nous, on n'y a pas été parce qu'on l'avait déjà, ce combi. C'est une chance parce qu'il est rare, encore. Exactement. Mais c'est déjà, on remercie Volkswagen parce que c'est grâce à eux que ce programme a lieu, donc on les remercie. Et ce qui est marrant aussi, c'est que cette Heidi Buzz a fait l'unanimité parce que là, les tests tombent sur YouTube et dans tous les magazines. Et grosso modo, tout le monde l'aime bien. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que tu fais partie de ces rares invités qui font aussi un peu notre métier, qui essayent des voitures. T'en as pensé quoi? En fait, si tu veux, à partir du moment où tu es dedans, tu te poses même pas la question de savoir ce que tu en penses, parce que c'est le regard des autres qui compte. Dès que tu es en train de rouler avec, tu as les gens qui te font ça, tu as les gens qui font des photos. Il y a 5 minutes, il y avait un couple de touristes sud-américains qui étaient là, qui faisaient des photos. Donc de base, quand tu montes dans un véhicule qui attire la sympathie, tu ne peux que l'aimer parce que quelque part c'est valorisant et puis c'est une relation à l'affect, c'est un véhicule de l'affect. Donc de plus en plus rare. Voilà, donc aujourd'hui, acheter, s'offrir une voiture plaisir, une voiture émotion et en même temps ne pas être dans le pur vintage, c'est-à-dire se dire bon, je suis un bricoleur, je vais acheter un véhicule de collection, je vais mettre les mains dans le cambouis. Mais là, sans mettre les mains dans le cambouis, tu t'offres quelque chose, un voyage dans le temps et ce véhicule-là, pour ça, il est fabuleux. Il me manque juste pour moi les 2 yeux ronds de la version combi pour avoir en fait cette ligne V qui était la ligne originelle du combi. Il nous fait un test. Et simplement il manque que ça, autrement elle est parfaite. Chez Volkswagen, il y en a eu avant sa sortie, il y en a eu déjà 3000 de pré-réservés. Donc juste sur catalogue, il y a 3000 personnes en France qui l'ont déjà réservé. Et je crois qu'il est dans la course pour les élections de voitures de l'année ou un truc comme ça. Bon, et on n'est pas là pour faire un essai, en fait on est là pour parler de toi. Allez, je me déshabille.
Tu peux garder ton pantalon quand même. Hein. Moi j'adore notre ID Buzz, Allez. c'est vraiment les pédales, tu vois, avec pause et accélérateur. Moi je suis tout le temps. Tu redeviens un gosse dans cette voiture. Bon, par contre, vous avez les sièges chauffants, pas moi. Hein. Ouais, ça je te confirme. Ah oui, on a les sièges chauffants. On va les mettre là. Alors voilà. Hop. Ici Et et là. Et Eh, Bien. on s'excuse. Hein. J'espère bien. Moi, je me les gêne. comment tu vas faire? J'ai une écharpe si tu veux. Voilà. Je vais prêter ma doudoune. On a un rituel. Ouais. Voilà, honneur à l'invité. Sans borne avec toi. Alors, j'ai jamais fait de clip. Ah ouais, Voilà, comme ça. ça. C'est mon premier film. On y va? On Allez. y va. C'est parti. Eh ben c'est parti mon kiki. Go. Allez, on va démarrer la Mystery Machine. Donc direction un lac avec un ponton et un tueur en série, c'est ça. Ah ouais. On n'a pas ça sous le coude, mais on va essayer de se débrouiller. Hein. Voilà. Il faut attendre la nuit. Hein. Le feu de bois et normalement quelqu'un va chanter. C'est avec des une guitare. chamallows au bout d'un truc Voilà. qui fait griller là comme les. Il y a Eric, on est encore une Ouais. fois au risque de radoter, très très heureux de t'avoir. On commence toujours par, j'allais dire, l'enfance, l'adolescence. D'où tu viens et à quoi tu rêvais quand tu étais justement jeune? Bah, moi je suis un pur banlieusard. Hein. Donc je viens du Val d'Oise. Les premières années en HLM à Soisy-sous-Montmorency. Et puis après, le petit pavillon de banlieue. Un chien, mes parents, j'aurais dû commencer par mes parents, mais j'ai commencé par le chien. Je suis désolé, je vais me faire engueuler. Il se souvient plus du chien. En fait, que c'est de nous. le Mowgli du Val d'Oise. Il a été élevé par. Et puis après, au bout de 7 ans, mon frère est arrivé. Ouais. Et, Vous aviez 7 ans d'écart? on avait 7 ans, c'est 7 ans important. d'écart, beaucoup d'écart. Et puis, la suite de l'histoire, très jeune, j'ai vu mon père qui revenait du boulot tard en costume. Il était directeur financier chez Philips. Et je me disais, mais jamais je mettrai un costume, jamais je mettrai une cravate, jamais je mettrai une veste, etc. Donc, comme j'aimais bien vadrouiller à gauche, à droite, et que j'aimais bien le sport, assez rapidement, je me suis dit, les journalistes, ils ne s'habillent pas, ils voyagent, on va me donner de l'argent pour aller voir des matchs. J'aime bien raconter des histoires parce que quand j'étais petit j'écrivais des bouquins de science-fiction, enfin quand je dis des bouquins, des nouvelles de science-fiction. Ouais. Malheureusement j'ai Super. tout perdu. T'avais quel âge? 10 J'avais ans, 8, 9, 10 ans. Ouais, j'écrivais, voilà. puis je les faisais lire à ma grand-mère. Ah, c'est rigolo. Et puis dans un déménagement ça a disparu. Mais il y avait un sport en particulier que tu aimais bien? Le foot? Ouais, j'étais très foot. Ouais. Parce que, en fait, chez moi, ma mère est très foot. Mon père, lui, il était plus un peu plus suiveur, quoi. Ok. Et donc on regardait les matchs. Et moi, j'ai été nourri à l'Ajax d'Amsterdam, 71, 72, 73. Donc, Qui est une immense période en fait. Ah ouais. C'était Ah l'époque ouais. Ceux qui ne de connaissent Cruyff pas. Co ou... Pardon. C'était l'époque des Cruyff Co. C'est ça, ouais, c'est la grande époque Total Football, Cruyff, Nice Kens, Johnny Rep un peu, sur la fin de l'histoire, etc. Et puis, moi, je regardais ça, je me souviens, j'étais sous la table en merisier quand on regardait les matchs. Ouais. Je sais pas pourquoi. Non, mais c'est marrant de se souvenir Ah de oui, détails comme j'étais ça. sous la table en merisier pour regarder les matchs. Et comme à l'époque les magnétoscopes n'existaient pas, pour ma communion, je m'étais fait offrir un magnétophone. Et j'enregistrais Michel Drucker qui commentait les matchs. Et je me repassais les Non. bandes des matchs comme aujourd'hui on se repasserait des cassettes, quoi. Ouais, ouais. Alors je dis cassette parce que je suis un peu de l'ancienne génération, je suis assez VHS dans l'esprit, quoi. Et puis donc pourquoi après donc je fais ce métier? Parce qu'un jour on va à une communion et mes parents m'emmènent dans un surstock pour acheter un costume. Et là je mets un costume en tergale et ça me gratte et ça me gratte et je refuse de le mettre et je prends une torgnole. Première Et, expérience de costume très réussie. Voilà. Hein. Et donc là j'ai Les la costumes, ça l'a marqué. Ah ouais, ça m'a totalement marqué. Et donc, confirmation il faut que je sorte totalement C'est du pas ton schéma. truc, ouais. Faut que tu fasses HEC, faut que tu fasses Subdeco, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Bah non, j'ai pas fait. Et puis, je suis parti à faire des études de journalisme. Et puis voilà, quoi. Aujourd'hui, tu travailles. Bah, aujourd'hui, je l'équipe. travaille à Et tu l'équipe. fais Ouais. quoi?
À l'équipe, aujourd'hui, je m'occupe essentiellement de la Formule 1. Depuis, ça va faire ma 7e saison. Et des essais voitures. Alors là, les essais voitures, ça fait une douzaine d'années. En fait, j'avais vu que dans l'équipe magazine, à l'époque, j'étais à l'équipe magazine et pas au quotidien, qu'on n'avait pas de pages, ce qu'on appelle les pages moteurs. Et donc, je m'étais un petit peu bagarré pour qu'on ait ces pages-là. Et puis, finalement, on les a eu, une page tous les samedis. Mais moi, j'avais pas vocation à écrire dedans parce que j'étais à fond sur le foot à cette époque-là. Et puis, j'ai commencé à faire un essai, j'en ai fait 2, j'en ai fait 3. Et puis un jour, on m'a dit, bon, maintenant, Bild, parce que on m'appelle Bild, Bild, tu vas faire les essais voitures. Et puis, de fil en aiguille, un jour, je passe dans un couloir et j'ai un de mes rédacteurs en chef qui me dit, ouais, Bild, tu fais toujours les essais voitures, tout ça? Bah ouais. Bon, maintenant, tu vas faire la Formule 1. Ah oui? Je dis non, je peux faire la Formule 1, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, si, ça a à voir, viens, on va déjeuner. Et puis bon, voilà, pendant le déjeuner, j'ai compris qu'il valait mieux que j'aille faire la Formule 1, parce que voilà, c'était comme ça. Et puis au début, j'y suis allé un peu à reculons, parce que j'avais l'image. Moi, je sors de 35 ans de foot. Et le foot, c'est complexe. Pour parler avec un footeux, pour obtenir un rendez-vous entre la famille, les agents, enfin, c'est une galère. Et je vais nous raconter tout ça, on va reprendre après du début. Mais c'est en fait, le but, c'est de situer avec les gens ce que tu fais aujourd'hui, pour comment tu en es arrivé là, en fait. Voilà. Alors, comment j'en suis arrivé là? En fait, comment tu rentres à l'équipe? Comment je rentre à l'équipe? C'est un rêve de non, je voulais pas rentrer à l'équipe. Ah bon? Non, je voulais surtout pas rentrer à l'équipe. Pourquoi? En fait, moi, j'ai commencé après mes études, j'ai fait un petit peu j'ai bossé un peu à Europe 1 en pigiste. J'ai travaillé dans un mensuel de tennis qui s'appelait Le Monde du Tennis. J'ai refusé de bosser à l'agence France Presse. Il y avait, comment il s'appelle, Charles Bietri qui m'a fait une belle proposition, mais il m'a dit, tu vas faire 2 ans de desk. Donc je vais être au bureau, quoi. Ouais, pas être sur le terrain. Alors que là, je suis rentré dans un tout petit magazine qui s'appelait Le Monde du Tennis. Et mon premier reportage, ça a été Roland Garros 83. Donc Roland Garros 83, c'est Yannick Noah. Donc mes premiers papiers, mes premiers trucs, je fais Roland Garros 83. Et donc alors, voilà. On va expliquer. C'est là où Yannick Noah, premier français, remporte un tournoi du Grand Chelem. Il y en avait déjà eu avant, mais dans l'ère de la modernité, c'est la renaissance du tennis français avec Yannick Noah. Et quelques années plus tard, on va gagner la Coupe Davis, etc. Mais c'était un moment dingue. C'était incroyable. C'était incroyable. J'étais enfant, mais c'était un truc. Tu te dis, mais je fais le meilleur métier du monde. Je commence. Tu commences par ça? Ça fait un mois que je suis sorti de l'école. Je suis dans la tribune de presse de Roland Garros et je vois Yannick Noah gagner et on m'envoie 6 mois après au Masters à New York au mois de décembre. Et là, c'était un petit journal, on n'avait pas d'argent. Et le dollar, c'était en gros, le taux de change était violent. C'était violent. Donc je pouvais manger que des McDo. Donc j'ai mangé des McDo pendant 10 jours, mais c'était génial. Et donc ensuite, j'ai entendu dire que l'équipe, parce que le monde du tennis a fait faillite, donc je me suis retrouvé. Sachant qu'à cette époque-là, on sortait de la fin de l'ère du tennis. Le tennis a souvent été le sport un peu noble, où il y avait beaucoup de moyens, et là on arrivait un peu… et il y avait Le Monde du Tennis, Tennis Magazine, Tennis de France, Le Tennis, il y avait 4 magazines, il y en avait au moins 2 de trop, voire 3 de trop. Donc après il y a eu un écrémage. Aujourd'hui, la presse à l'époque, c'était gigantesque. Ça sortait, il y en avait partout. Et puis j'ai entendu dire qu'à l'équipe, ils cherchaient du monde, donc moi j'allais me retrouver au chômage. Mais bon, dans les années 80, se retrouver au chômage, c'est pas se retrouver au chômage, tu retrouves du boulot si tu… tout de suite. Et puis voilà, il y a eu un casting de l'équipe pour être embauché, mais c'était pas sexy comme job, c'était m'occuper du lancement du loto sportif 1 N2. Je me souviens. Donc les pages vertes, du loto sportif, je crois que de mémoire c'est en 1980. Qui était un gros succès à l'époque, le truc était énorme. Et donc toutes les semaines on se faisait un 4 pages de pronostics, de machin, ce qui fait que pendant 2 ans mon seul reportage ça a été d'être allé à la gare de l'Est. J'ai été voir le ministre, je sais plus comment il s'appelait, ministre des Sports, pour faire une interview du ministre des Sports à la gare de l'Est, va savoir pourquoi. Donc mes seuls frais en 2 ans, ça a été 2 tickets de métro, quoi. Et puis d'un seul coup, on m'a dit il y a des places au foot. Et comme je n'attendais qu'une chose, c'était de bosser sur le foot, j'ai rejoint la rubrique foot en 1986, juste après la Coupe du Monde de foot au Mexique.
Donc j'ai loupé ça et après j'ai fait toutes les Coupes du Monde depuis 1990 et tous les Euros qu'on suivit pendant une trentaine d'années. Quand tu dis fais tous les Coupes du Monde, fais tous les Euros, tu es sur place à chaque fois, tu suis tous les matchs en tribune de presse. En fait, on vous attribue une équipe. Donc, comme j'étais spécialisé pays anglo-saxon, surtout Angleterre, et pays de l'Est, soit je suivais les Anglais, soit je suivais les Roumains, parce que j'ai eu la chance d'aller en Roumanie en reportage sous l'ère Ceausescu. Tu me dis, c'est pas une chance d'aller sous Ceausescu, mais si, quand tu es Tintin et que tu vis en dehors de cette folie de ce régime, tu vis des aventures incroyables parce que tu es transporté dans un univers kafkaïen, tu es transporté quasiment 50 ans en arrière. Bon voilà, j'étais devenu un fan absolu de la Roumanie. Et puis, l'autre pays que j'ai suivi assez régulièrement sur les Coupes du Monde, c'est les Pays-Bas. Parce que je suis d'origine hollandaise, mon grand-père paternel est un migrant hollandais en fait, qui est arrivé en France avec son frère aîné. Et c'était des marins. Et tu parles la langue ? Non, malheureusement pas du tout. Okay. En même temps, c'est pas la langue la plus exilée du monde, hein, c'est pas très grave. C'est vrai. Et détail rapide, tu vois, pour revenir sur la Roumanie, qui normalement était un régime communiste très dur, hein, où normalement la liberté de la presse était dérisoire, tu vois. Le journaliste sportif que tu étais avait le sentiment d'une certaine liberté, tu étais surveillé ou il s'en foutait, tu vois, c'est juste pour avoir ce... Ah non, on était surveillé, on le savait. D'ailleurs, quand on rencontrait des gens à l'hôtel Intercontinental, ils fouillaient toujours le pot de fleurs qui était au centre parce qu'ils avaient peur qu'il y ait un micro dans le pot de fleurs. Et on avait absolument interdiction totale d'aller dans le domicile d'un particulier. Donc, ah oui, donc même les échanges étaient... C'était encadré, c'était totalement encadré. Et quand... Et avec les joueurs et tout, tu avec pouvais les joueurs, interviews? Non, en fait, tu les interviewais officiellement dans un cadre très très réglementé, mais quand tu voulais essayer d'en voir un de manière tranquille, on avait voulu voir George Hagi, qui était le Maradona des Carpates, une légende, du foot. Et j'arrive à Bucarest, premier jour, je dis bah voilà, c'était avant la finale de la Coupe d'Europe contre le Barcelone de Steaua Bucarest, et j'arrive sur place et on me dit aujourd'hui vous ne pourrez pas voir George Hagi. Et il y avait un major qui s'appelait Major Sinescu. Et c'était le Major Sinescu qui tous les matins m'attendait à la sortie de l'Intercontinental avec un collègue pour officiellement nous emmener voir George Hagi. Et puis, non, ce qui était un scoop, hein, George Hagi à l'époque. Et puis pour ceux qui suivent pas vraiment le foot, ce serait l'équivalent de Maradona comme t'as dit. Voilà. Et puis c'était le régime communiste de folie de Ceausescu. De toute façon, quasiment pas de journalistes occidentaux y allaient, donc c'était très très compliqué d'avoir George Hagi, voire impossible. Et puis le deuxième jour, même cinéma, on arrive, ce matin, alors il avait un accent fait. Oui, je suis désolé, ce matin, je ne peux pas vous emmener aujourd'hui voir George Hagi. Nous allons visiter le musée de la Révolution roumaine et de victoire du communisme sur l'impérialisme. Ah d'accord, super. On va aller voir le musée. La veille, on avait, c'était proche quand même. Alors le troisième jour, nous, on a un journal sportif. Voilà, troisième jour, il nous refait le même coup, le Major Sinescu. Aujourd'hui, nous allons visiter la maison de naissance de Valentin Ceausescu, le fils de Nicolas. C'est bon. Et donc, le quatrième jour, qu'est-ce qu'on fait? On se lève à 6h du matin, on se débrouille, on prend un taxi, on file au stade où s'entraînait le Steaua, on se planque dans des tribunes et on attend l'arrivée des joueurs. Les joueurs arrivent, on voit George Hagi, que je connaissais quand même. Je lui explique le truc, je lui dis ça fait 4 jours que le Major Sinescu nous embrouille. Avec nous, ça suffit. Donc il me dit écoute, ce soir minuit, rendez-vous à minuit à l'hôtel Nord où il y a une boîte de nuit en dessous. Ok, bon, et puis après arrive le Major Sinescu. Et là il arrive vers nous, il fait si vous étiez roumain, je vous mettrais aux arrêts. Ce que vous avez fait, c'est totalement interdit. Vous n'avez pas respecté mon sens de l'hospitalité, etc. Bon, blabla. Et nous, on dit rien. Comme ça bon, non, faut pas exagérer. On est. C'est une autre époque quand même. On était proche de la chute du mur ou pas C'est en 86 ça de mémoire, donc on est à 86-87 je crois. Donc il reste 3 ans. Mais à ce moment-là, tu n'imagines absolument pas ni la chute du mur, ni surtout la chute de Ceausescu, qui était quand même
parmi les pays de l'Est, le régime le plus fou en dehors de l'Albanie, qui était le régime, il était cinglé. C'était une dictature caricaturale. Ah ouais, et puis il y avait rien à manger, il n'y avait rien. Et tu avais la Securitat, qui était la police secrète roumaine, qui était crainte de partout, quoi. Et donc finalement, à minuit, j'ai réussi à voir mon Georges Adier. On a fait une interview dans une boîte de nuit. Et j'ai ramené mon interview et t'as fini en boîte de nuit avec, j'imagine, vous avez passé la soirée ensemble après? Ouais, mais bon, lui quand même, on était à quelques jours de la finale. Il n'allait pas se mettre minable et rentrer à 5h du matin. Donc bon, moi honnêtement, j'y allais pour mon interview. Hein. Ouais. Donc j'avais l'interview, j'ai aucun souvenir de ce que j'ai fait après. En revanche, je me souviens très bien de ce moment-là. Alors attention, c'est pas souvent bon signe. Voilà, le après. C'est marrant, vous parlez tout à coup en rebondissant sur les boîtes de nuit. Je connais peu le football, contrairement à vous deux. J'ai le sentiment, en revanche, d'avoir appris qu'il y avait deux écoles avant un grand match. T'as ceux qui disent qu'il faut que les joueurs se couchent très tôt, ne sortent pas, ne fassent rien pour garder tout l'influx. Puis une autre école qui dit mais non, faut les laisser libres, faut qu'ils soient heureux. Ouais. Et l'école Bernard Tapie était plus pour la liberté, me semble-t-il. Ouais, alors en fait, globalement, les joueurs sont sous contrôle, c'est-à-dire que quand ils sont dans des hôtels à quelques jours ou quelques heures d'un match, ils sont vraiment supposés ne pas sortir et tout. Maintenant, on sait tous, et des histoires, on en connaît tous. Moi, j'en ai même une qui est personnelle, où je suis avec Leeds United, avec Cantona, dans un stage en Irlande, et les joueurs ont interdiction de sortir. Et Cantona est un autre. Il y a une surveillance. Ah oui, il y a une surveillance. Il y a une petite anecdote sympa là, tu vas nous dire. Il y a une surveillance, mais il y a aussi de la confiance, c'est-à-dire que l'entraîneur dit bon les gars, moi à 22h vous montez, je veux personne, le bar on le ferme à 23h, vous sortez pas. Et Cantona et un gars qui s'appelait Gary McAllister, un international écossais, me disent ouais, mais j'étais dans le même hôtel que, me disent ouais, ce soir on sort et tout, tu nous attends à minuit avec ta voiture devant, et ils passent par la fenêtre. Et donc je suis parti comme des gamins de 16 ans, quoi. Je suis parti avec eux. Et on est parti à Dublin et on a fait de boîte en boîte, on a fait la fête en buvant des canons et on est rentré à 5h du matin. Le truc c'est que moi je devais reprendre l'avion avec eux le lendemain. Ouais. On partait à 9h, mais moi je me suis réveillé à 15h, j'ai complètement loupé l'avion. C'était défoncé. Eux c'était des bestiaux. Cantona c'était un bon loustic, Cantona c'était c'est un binaire. T'es avec lui, t'es contre lui. Donc moi, pendant des années, j'ai été... C'est un peu une forme de folie quelque part. Ouais, enfin, je sais... Mais c'est un mec entier, c'est un mec franc. Ouais, entier. Moi, le mot folie, je sais pas comment trop le... Oui, je voulais pas le donner le côté péjoratif, pardon. Pour moi, c'est un type qui est... comme beaucoup de personnalités fortes, je pourrais citer l'exemple de Sir Alex Ferguson, l'entraîneur de Manchester United, où tu es avec lui, contre lui. Tu ne peux pas être au milieu. Et en fait, quand tu es journaliste, à un moment donné, c'est impossible parce que tu es avec lui, tu racontes des histoires, tu as la confiance, tu as les confidences, tu sors avec lui et tu ne vas jamais raconter pendant qu'il est en carrière que tu as fait la bringue avec lui. Mais quand à un moment donné, sportivement, tu dois amener des critiques, ou que c'est factuel, ou qu'il y a Sellers Park, l'affaire où quand il fait le kung-fu, quand il va dans la tribune se battre avec Matthew Simmons, un supporter anglais, et qui lui fait un kung-fu, et que toi, le lendemain, ton journal titre indéfendable. Kung-fu fighter. Lui part du principe que... C'est toi qui l'as trahi. Personne au monde n'est indéfendable. Et il a raison, indéfendable. Tout le monde est défendable, chacun peut plaider sa cause. Et donc je suis associé dans son imaginaire à ce titre. Et je vais au procès à Croydon, où je suis avec les quelques journalistes anglais dans le parterre à côté. Et il est à 4 mètres de moi. Et il t'en a voulu. Et il me regarde. Et je vois dans son regard, il me dit « T'es venu assister à ma mise à mort. T'es venu assister à mon humiliation. » Oui, une forme de trahison. Et donc c'était terminé. Et je suis devenu un ennemi à sa cause en fait. On se parle plus, quoi. Le monde du foot, tu l'as vu évoluer aussi. Enfin, je parle de ça. Moi, j'ai des souvenirs années 70-80 où l'argent n'est pas encore, semble-t-il, devenu roi. Ouais. Et puis les années 2000 avec les années 2010 avec un afflux financier très important. Le football change ou pas? Alors oui, le football change. Si tu veux, l'argent, il a toujours été là. Simplement, c'est que quand Maxime Bossis
où Luis Fernandez vont signer La grande au Matra Racing. À l'époque, je crois que c'était 600 000 francs de salaire. Alors, je sais même plus combien ça fait en euros. On va dire 50 000 euros, 60 000 euros. Je sais pas. Ça faisait une grosse somme. Et donc, à l'époque, on se disait, mais le foot va s'écrouler. Comment on peut donner autant d'argent à un joueur au Matra Racing? C'est la mort du foot. Il y avait déjà des titres comme ça. Mais oui, ça a de tout temps été comme ça. Et aujourd'hui, on est sur des dizaines de millions d'euros mis sur des joueurs pour des salaires annuels, donc voire plus avec Mbappé. Donc l'argent a toujours été présent, l'argent a toujours été un moteur dans l'univers du foot. Simplement, c'est que moi j'ai commencé ma carrière en étant dans les vestiaires à l'issue du match, à m'asseoir à côté de Cantona, à m'asseoir à côté des joueurs de la JOCR avec Giroud qui de temps en temps faisait un peu de scandale et te sortait du vestiaire Manu Militari parce que tu avais écrit un truc qui lui plaisait pas. Bah ouais, c'était voilà, tu avais du spectacle. Ou de temps en temps, quand tu avais écrit un truc qui allait pas, moi je me souviens à Montpellier, William Prunier qui était défenseur central et Franck Sauzet, ils étaient mauvais comme des cochons. Et on l'écrivait, et moi je travaillais beaucoup sur Montpellier, et tu l'écris une fois, tu l'écris 10 fois, et la 11e fois tu vas au vestiaire, et il y a William Prunier qui t'attrape et qui te dit je vais te casser la gueule. Et puis physiquement. Ah ouais, oui, ouais. Et puis de mémoire, William Prunier, alors moi je suis un peu plus jeune, donc je ne oui, connais pas que j'ai connu, mais je crois que c'était un grand chauve, non Un grand, ouais, presque chauve, blond. Mais il était costaud quand il t'attrape, pourtant toi t'es costaud aussi. Hein, ouais, mais... non, mais c'était un dur. Et donc, je lui dis, bah viens, on sort et tout. Puis après, il y a Michel Mézy qui était venu nous séparer. Après, il y a Louis Nicolin qui m'a dit, ouais, je suis content parce que t'es pas venu protester, t'as rien dit, t'as réglé ton affaire comme ça. J'aime bien parce que la plupart de tes collègues, ils auraient été faire un communiqué, je suis victime de violence, machin, etc. Toi, t'as réglé ça. Bon, mais comme Louis Nicolin, c'est un monde particulier. Il y a plein de bandits là-dedans. Il y a plein de bandits, mais de plus en plus. Mais attends, Eric, moi je l'entends souvent de toi, de confrères aussi sportifs, qui disent que le monde du football est parfois, je le connais pas moi, mais peut être environné effectivement d'entourages particuliers. Mais de plus en plus. Le problème, c'est qu'il y a une époque sont arrivés les agents. Et les agents. Mais Bondy, tu vois, tu te dis, c'est quand même fou. Mais ouais, mais à partir du moment où il y a énormément d'argent, il y a de l'environnement de joueurs qui n'a pas le statut d'agent, qui n'a pas, on va dire, la stature de l'agent, qui n'a pas les codes de l'agent, qui n'a pas les codes du business traditionnel. D'une forme de business qui était établi et qui était traditionnel et qui était globalement cadré. Aujourd'hui, on est sur la loi du plus fort où un joueur peut très bien décider d'être pris en charge par son entourage. Et son entourage n'est pas forcément recommandable, n'est pas forcément formé, il n'a pas forcément les codes sociaux ou les codes tout simplement d'honnêteté qui font que voilà, vous êtes dans un monde où, où le respect. Donc moi j'ai quitté le foot globalement, on va dire il y a 7-8 ans, mais sans regret. Sans regret. Alors il y a des personnages extraordinaires, je ne vais pas dire que le foot c'est l'antéchrist, c'est pas ça du tout. J'ai des souvenirs et j'ai des amis dans le monde du foot et j'ai une passion pour le foot qui demeure, mais à travailler, j'ai eu trop d'incidents avec des agents qui n'étaient pas des agents, qui étaient juste les copains qui se prenaient pour des agents et qui globalement pouvaient te faire pression. Qu'est-ce que tu appelles un incident? Qu'est-ce que tu appelles faire pression? Alors, des incidents, c'est... C'est un coup de pression pour dire n'écris pas un voilà, mauvais quand tu as papier. écrit, sous prétexte que tu as eu le joueur, derrière, si tu commences à écrire, encore une fois, quelque chose qui ne convient pas au joueur ou à l'entourage, c'est tu reçois le coup de fil, c'est terminé, tu n'auras plus mon joueur, mais comme j'en ai 15 autres, les 15 autres, tu es mort. Tu n'auras plus jamais les 15 autres joueurs. Oui, il essaie de trouver des leviers de pression. Donc et toi, tu réagis comment? Comment tu gères ça? Est-ce que ça te fait un peu peur ou pas du tout? Tu dis c'est fait partie du boulot? Honnêtement, non, parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut vivre sans avoir l'accès à un joueur. La presse anglo-saxonne, moi j'ai été formé professionnellement à la presse anglaise, à la presse anglo-saxonne, parce que j'ai passé quasiment 30 ans de ma vie là-bas, avec Manchester United et donc avec mes copains des tabloïds. Donc eux, ils ont décidé d'écrire sans les joueurs, sans les agents, sans les entraîneurs, sans les présidents de club, d'écrire ce qu'ils voulaient. Et donc à un moment donné, tu te rends compte que
est-ce que notre métier doit être un métier de porte-plume, c'est-à-dire d'avoir systématiquement nécessité d'accéder aux sportifs pour récupérer et répercuter sa parole en considérant qu'elle fait foi, sa parole. Donc, puis tu as un risque aussi d'être un instrument à la fin. Absolument. Parce qu'on parlait un peu en off, parce que pour que les gens partagent avec nous, en général on se retrouve un peu en avance et on prend un petit café pour discuter. Et ce qu'on se disait, que celui qui est très fort en communication, c'est Kylian Mbappé. Ouais. Et lui en fait, à la fois il sait faire passer des messages, mais à la fois aussi il sait utiliser les silences pour laisser l'onde se propager, pour obtenir ce qu'il a envie. Et ce qu'ils font tous. Il n'y a rien de mal contre Kylian Mbappé, il le fait juste lui avec intelligence. C'est d'ailleurs plutôt remarquable parce qu'il est jeune, Kylian Mbappé. Mais il a une maturité incroyable. Et il est bien entouré, alors ça veut dire aussi. Tu vois, comme quoi les exemples et les contre-exemples se nourrissent. Il a choisi d'avoir ses parents, et en particulier sa mère, qui travaille avec lui et qui sert souvent de caisse de communication, de caisse de résonance. Ah, ce sont ses parents, je savais pas. Ce qui est en général une mauvaise chose. C'est ce que tu expliquais. Vaut mieux avoir des professionnels. Et tu as des contre-exemples. Les parents de Kylian et donc sa mère travaillent de manière intelligente et ils ont tout compris, ou en tout cas ils ont compris beaucoup de choses à la communication, à la capacité de faire passer des messages. Il y a une palette dans le monde du foot au plus haut niveau qui est la palette de la société, c'est-à-dire que tu as des gens qui vont réussir. Je prends l'exemple de Robert Pires qui a réussi sa carrière en équipe de France, qui a été champion du monde, qui a été champion d'Europe, qui a réussi à Arsenal. Et c'est un type qui est le plus adorable, le plus gentil et qui a certainement l'ego le moins surdéveloppé au monde. Et puis tu as des joueurs médiocres qui font des carrières moyennes dans des clubs moyens en Ligue 1 et qui, pour se laisser approcher, se prennent pour Cristiano Ronaldo ou Maradona. Donc, c'est vrai que nous, Cristiano nous a dit oui, mais on n'a pas réussi à avoir le milieu de 3. Qu'est-ce que tu as vu comme différence entre le monde du foot et le monde de la Formule 1 ? Alors, les codes, l'ambiance, l'honnêteté. Le monde de la Formule 1 est beaucoup plus confortable que le monde du foot à travailler. C'est-à-dire que vous êtes dans un village qui se déplace. C'est comme une communauté de Grand Prix en Grand Prix où assez rapidement vous pouvez vous-même vous faire identifier comme étant un des personnages, un des habitants du village. Tu fais partie du club ou tu ne fais pas partie du club. Absolument. Donc ça facilite énormément l'accès à l'information, l'accès aux pilotes, l'accès au patron d'écurie et quelque part la compréhension et le décodage de ce qui se passe puisque c'est un sport complexe. Quand je suis arrivé en Formule 1, j'ai été bluffé par l'accessibilité des pilotes. Ah bon ? J'aurais pas dit en fait. Ah ouais, c'est incroyable. Mais moi je pensais le contraire. Je pensais vraiment le contraire. Davantage que les joueurs de foot alors. Mais bien sûr, c'est 10 fois plus facile d'avoir Lewis Hamilton que d'avoir Hakimi, le latéral droit du PSG, quoi. Ah c'est dingue. Ah ouais. Et tu l'expliques parce qu'il y a moins de... il y a moins de demandes déjà. Il y a moins de demandes. Bah oui, parce que... Il y a moins de demandes pour un Hamilton que pour un Hakimi. Mais il y a 300 journalistes à peu près qui suivent régulièrement la Formule 1, qui sont sur les Grands Prix. Le foot, t'en as 15 000, 20 000. Et le foot va intéresser le monde entier. Et quand tu es la star du foot, tu es Cristiano Ronaldo ou tu es Lionel Messi, tu reçois 15 demandes par jour. Tu en reçois 150 par jour. Quand tu es Lewis Hamilton, tu en reçois peut-être 10 par semaine. Et il sait exactement les médias qui sont... C'est vrai que t'as le numéro de Lewis, on va l'inviter. Voilà. Mais le problème, c'est que lui, c'est Mercedes. Il a changé la voiture. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Notre pauvre ID Buzz, on se débrouillera. Il nous suivra de derrière quand même, parce qu'on ne renie pas la famille comme ça. Tu te rends compte, Lewis, il voudrait pas monter dans... Bah non, quand même. Et puis le départ de Bernie Ecclestone a fait un bien fou à la Formule 1. Parce que l'arrivée des actionnaires américains, alors ils ont leurs excès, on pourra en parler à un autre moment, mais ils ont compris qu'il fallait ouvrir la Formule 1, qu'il fallait sortir la Formule 1 de ce happy few, de cet entre-soi et mettre les pilotes, d'humaniser les pilotes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on enlève les casques et on s'intéresse aux hommes. Et moi, quand je suis arrivé sur la Formule 1, ce qui m'a intéressé, c'est les hommes. Et Netflix a eu une démarche équivalente, c'est-à-dire que d'illustrer tout ça. Moi, j'ai aucune connaissance spécifique en technique et même en stratégie de course et autres, mais à travers ce que j'ai vécu pendant 40 ans, je me suis toujours intéressé aux hommes. Et donc, je me suis dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter
des histoires d'hommes et d'essayer un peu d'aller dans leur crâne, dans leur... Ils ont l'air sympas en plus, un peu en Formule 1, et non pas que les footeux... Moi je suis plus foot, je connais très peu la Formule 1, donc en plus j'ai plutôt un parti pris foot, mais j'ai l'impression que les gens de la Formule 1 ont l'air plus humains. Plus Lewis a l'air d'être quelqu'un de bien éduqué, gentil, Absolument. Avenant. Ouais, mais ils sont surtout... alors, il y a plein d'intelligence dans le foot. Je vais encore pas faire un comparatif. Bien simplement, sûr, non, mais... il y a là 20 pilotes. Sur les 20, il y en a 15 qui sont du niveau ingénieur. C'est-à-dire que les types sont des cerveaux, les types sont... Voilà, ils sont brillants et ils ont eu tous la chance ou de naître dans des familles qui leur ont permis de faire des études, qui leur ont permis d'avoir un tissu éducatif qui les rend brillants. Et puis, il y en a d'autres qui, comme Esteban Ocon, qui est né dans une famille beaucoup plus modeste, mais qui s'est bagarré, les parents se sont battus, ils ont hypothéqué la maison, ils ont vendu le garage. C'est des sacrifices, ils sont pris le risque de finir à la rue pour permettre à leur fils d'accéder au Graal. Et il y a des histoires, et ce gamin-là, forcément, il a gardé des valeurs humaines et des valeurs de travail, d'abnégation qui rendent le personnage riche et contrasté. Et donc, quand vous accédez à ces pilotes-là, tout est fait pour que vous puissiez leur parler. Vous avez le jeudi une conférence de presse avec les pilotes qui sont sélectionnés pour venir en conférence de presse générique. Ceux qui ne sont pas sélectionnés pour la conférence de presse FIA doivent organiser une conférence de presse individuelle ou collective au sein de leur écurie. Donc vous avez les 20 pilotes. C'est dingue. Vous avez accès aux 20 pilotes. Ensuite, vous avez à l'issue des séances de qualification, des séances d'essais libres et de la course, ce qu'on appelle dans le monde du sport la zone mixte, la mix zone. Oui, on entend souvent parler. Ouais. Qui est en fait un genre de carré où les footballeurs passent, mais souvent les footballeurs ne s'arrêtent pas, ou pas tous. Ou a priori, tu peux les croiser vraiment. Tu peux les croiser, mais dans le foot, libre à chacun de s'arrêter ou pas. En Formule 1, tous les pilotes doivent passer par la zone mixte et doivent répondre aux journalistes. Et s'il y a 15 journalistes, ils doivent s'arrêter 15 fois. Donc, il y a une relation à la fois de confiance, d'échange, voire de complicité avec les pilotes qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut vivre dans l'univers du foot. Et l'élément le plus incroyable, c'est qu'un pilote, lorsqu'il est à 280 à l'heure, il sort en bout de ligne droite, il explose sa voiture, il passe en zone médicale, c'est-à-dire il passe pour faire des examens par rapport au jet qu'il a pu subir et tout ça, et qu'on considère que tout va bien, le pilote vient en zone mixte parler. Alors qu'il a quand même été un peu secoué. Il a été un peu secoué. Vous avez en foot une équipe qui a perdu 2-0 un match de championnat. Déjà 3 jours avant, c'est le bunker, vous ne pouvez pas les voir, ni à l'hôtel, ni à l'entraînement. Et quand vous êtes en zone mixte, le gars il a perdu 2-0, il prend son portable, il fait semblant de téléphoner, il passe devant, et puis c'est cellule de crise. Oh là là, Strasbourg a battu le PSG 2-0 au parc. Là c'est le drame absolu pour le PSG, plus personne parle. Alors si, il y a Mbappé qui est souvent un mec qui a compris justement ces moments où il faut venir s'exprimer, où il faut prendre la parole, où il faut avoir ce petit truc en plus. Il y en a comme ça quelques-uns qui ont cette science-là, cette science humaine, c'est presque une forme de respect. Parce que bon sens, on s'en fout de parler aux journalistes. Quand tu parles aux journalistes, le but du jeu, c'est que derrière, à la télé, à la radio ou sur le journal, il y ait 10, 15, 20 millions de personnes qui puissent savoir ce que Mbappé a pensé de ce 0-2 contre Strasbourg. C'est tout. C'est qui parle à Eric Bilderman, à Vincent Duluc ou à Hervé Penon, on s'en fout. On s'en fout. La Formule 1, t'en parles presque, il y a un climat quasi familial. Ah ouais. Oui, on a l'impression que c'est un petit club. Mais tu vois, alors que pourtant c'est une énorme machine. Mais c'est un village. Il faut bien que vous compreniez que la Formule 1, c'est 1 kilomètre de long, 1 kilomètre de large, et c'est un village qui voyage de sur Grand la Prix planète. en Grand Prix et sur la planète. Et chacun a sa place, c'est-à-dire qu'on a toujours dans le même ordre Mercedes, Red Bull, Ferrari, etc. en fonction du classement du championnat du monde. Donc quand vous êtes As, Alfa Romeo, vous êtes tout au bout de l'allée. Et quand vous êtes Mercedes, Red Bull et Ferrari, vous êtes tout en haut du village. Donc en fait, il y a les Champs-Élysées, vous descendez les Champs-Élysées et vous finissez chez les pauvresses, quoi. En fait, la Formule 1, c'est un sport qui est fait par les Anglo-Saxons, pour les Anglo-Saxons.
il faut être allemand, il faut être anglais, ou américain éventuellement, mais même plutôt anglais. T'es espagnol, t'es italien, t'es pas organisé, c'est compliqué. C'est plus compliqué, c'est plus complexe. Vous avez chez Ferrari à la fois ce qui rend cette écurie mythique, attachante à travers son histoire, à travers ses personnages. Ouais, complètement flamboyant, voilà, c'est romanesque. C'est flamboyant, c'est romanesque. Donc on aime Ferrari pour ça, mais en même temps, quand vous êtes confronté à l'organisation Mercedes, à la structure Red Bull, les Autrichiens, à l'origine, puisque la marque de boisson est à 50% autrichienne et à 50% thaïlandaise, mais vous avez des structures où l'essentiel des forces humaines, ce sont des anglo-saxons, et de l'autre côté, vous avez des latins. Et vous vous rendez compte qu'effectivement, ce sport, c'est pas un sport d'improvisation, c'est pas un sport où l'émotion doit primer sur le rationnel. Et moi, j'ai une admiration absolue pour ce que fait Mercedes. Mercedes, vous avez Bradley Lord, qui est le responsable de la communication de Mercedes, qui est un type qui est débordé de responsabilités, qui est juste à côté de Toto Wolff, le patron de l'écurie. Vous dites, ce gars-là, c'est un intouchable. Et bien, et moi, je ne suis pas un journaliste essentiel dans l'univers de la Formule 1 au regard de mon collègue Fred Ferret. Je suis, on va dire, de deuxième rideau, j'en fais la moitié sur place. Et quand le titre échoue l'année dernière, Lewis Hamilton échoue pour le titre à travers l'erreur d'arbitrage, entre guillemets, qui permet à Max Verstappen dans le dernier tour d'avoir des pneus neufs et à la relance de la course de doubler Lewis Hamilton et quelque part de voler le titre à Mercedes, quelques jours après, je fais un mail à Bradley Lord, que je connais un peu, mais je suis pas un intime, pour lui dire un peu mon ressenti avec ma vision du foot. Je dis, oui, c'est une erreur d'arbitrage et je trouve que c'est bien que vous ayez renoncé à faire appel et à remettre en cause la décision parce que vous auriez été devant les tribunaux. Peut-être auriez-vous gagné, peut-être Lewis Hamilton aurait-il obtenu ce titre sur tapis vert, mais que je pense que ni pour vous, ni pour... Et je lui fais un courrier, mais j'attends pas de réponse. Oui, tu dis oui. Il me répond le lendemain une lettre de 2 pages. Incroyable. Pour m'expliquer tout, me donner des clés, me dire qu'il n'est pas d'accord avec moi, qu'en même temps il y a des choses où il est d'accord, que mais de prendre autant de temps. Mais le gars, il a passé 45 minutes à m'écrire. Dans une journée où il doit bosser 14 heures. Voilà. Et je ne suis pas, encore une fois, je ne suis pas un des 10 journalistes essentiels de l'univers de la F1. Je suis peut-être dans les 100, mais je ne suis pas dans les 10. Qui t'a eu comme joueur qui était vraiment des bons moments dès que tu faisais une interview, tu sentais une intelligence, il était ouvert. Bichent Lizarazu, quand il y a eu je ne sais plus comment il s'appelait, l'Erika je crois, qui a explosé à la Corogne avec 200 ou 300 000 tonnes de mazout là. Ça a pollué toutes les côtes d'Espagne, puis c'est remonté pour atteindre le Pays Basque, et puis ça a remonté sur les côtes des Landes, sur la Vendée. Et j'ai appelé Bichent et je lui ai dit, écoute, il est très engagé, le surf, la mer. C'est sympa de l'avoir en plus. Il adore ça, il a vraiment une personnalité. Jusqu'à Tahiti et tout ça. C'est un type qui a une relation à la nature. Voilà, et puis il vit au Pays Basque. Il vit il est de l'autre côté de Saint-Jean-de-Luz, il est en face. Son parcours est aussi intéressant parce qu'il a un rapport au sport du haut niveau, parce que les gens ne savent pas forcément, mais il était sportif de haut niveau en football, mais il était aussi sur les arts martiaux, avec un niveau pas loin d'être déconnant. Je crois pas loin de. Non, mais il a été champion d'Europe, je crois, dans sa catégorie en vétéran, je sais pas quoi. Et donc, Bichent, je l'appelle et il me dit, écoute, descends et on va faire un entretien au long, sur l'écologie, sur le respect de l'environnement. Le respect de l'environnement, sur la mer, etc. Et donc, je suis descendu le voir. Et puis, c'était en plein hiver, au mois de janvier, comme ça. Il faisait froid, il pleuvait. Mais il faisait froid, bordel. Et j'étais avec un photographe. Et puis, on lui dit, ouais, mais bon, il nous faut une photo de toi en train de faire du surf. Il dit, ah oui, les mecs, vous êtes gentils. Il fait moitié. J'ai même pas ma combinaison. Alors, donc, on lui dit, finalement, il accepte. Et pour faire la une. Et donc, on va sur la plage de Sokoa, là, en face de Saint-Jean-de-Luz. Et puis, on le met en mer. Et là, il dit au photographe, moi, j'en ai rien à faire. Si moi je me fous à l'eau pour faire le truc, toi,
tu fais pareil, tu te fous dans l'eau, tu te avec ton appareil et il n'y a pas de raison que je sois le seul à cailler. Et donc moi, j'avais pas pris de maillot de bain. Ah oui, donc par solidarité, je me suis mis en slip et j'ai passé 45 minutes dans l'eau qui devait faire 10 ou 11 degrés avec le photographe en plein mois de janvier à faire des photos de Bichette. Mais lui, il avait la combinaison. Et donc le photographe et moi, on a passé 1 heure comme ça. Mais c'était un rapport après. On a été manger une soupe, une garbure. On a été manger une bonne soupe de légumes bien chaude. La garbure, c'est un plat basque. Non, c'est plus sud-ouest. Okay. C'est plus vers Toulouse par là. Mais voilà, ça. Il y a de la porosité. Il y a de la porosité quand les choses sont bonnes. Elles traversent les régions. Mais non, au Pays Basque, on aime bien manger la chulette, la côte de bœuf, la chuleta. Ah, on apprend. Et puis, la dorade. Alors la dorade à l'espagnol. Non, pas la dorade. Ouais, c'est ça. La dorade à l'espagnol. Alors ils l'ouvrent en deux comme ça. Ils mettent un genre de vinaigre blanc dans lequel a mariné de l'ail, du persil, plein d'épices. Ça y est, on a envie de manger. Et puis tu arroses ça comme ça, tu le grilles à la plancha. Et c'est magique, quoi. Ça, c'est totalement magique, quoi. Alors après, il y a la pipérade, il y a tout ça, mais je trouve que Et t'as le gâteau basque. Oui, alors attention, attention. Alors là, le gâteau basque, ça peut fâcher. C'est délicieux le gâteau basque. Parce que quand tu vas, ça fâche. Parce que quand tu vas à Saint-Jean-de-Luz, tu as un bout de la rue, Adam, et de l'autre côté de la rue, comment ça s'appelle, Pariès. Ah oui, c'est comme dans le village d'Astérix Obélix, ouais. Les deux là, quand tu vas chez des gens que t'amènent un gâteau, si tu as pris un Pariès, tu sens. Ah ouais, mais celui de Adam est plus sympathique. Je préfère celui chez Adam. Alors, et là, oh putain. Pourtant, la recette, elle est ancestrale chez les deux. Ouais, mais il n'y a pas un gâteau basque qui ressemble à un autre. Tu as dû connaître un personnage clivant et adorable du football, qui était Loulou Nicolin. Ah ouais. Tu dois avoir des... Ah bah ouais, Loulou Nicolin... Attends, mais les personnages truculents comme ça, il y en a... C'est incroyable le foot. Bah, Louis Nicolin, ça a été le président et propriétaire, paix à son âme, parce qu'il nous a maintenant quittés. Mais c'était une figure forte du football français, qui était le propriétaire du Montpellier Hero Club. On en parlait tout à l'heure avec Cantona. Loulou, il t'aime ou il t'aime pas. Donc, s'il t'aimait pas, il pouvait te jeter à coup de pied aux fesses en dehors du vestiaire ou de son bureau. Et puis, s'il t'aimait bien, tu avais le gîte, le couvert, et tu étais son invité permanent. Tu avais un problème d'argent, tu t'allais le voir. Moi, je connais des proches qui sont allés le voir, qui étaient juste dans un souci financier, à qui il a prêté des grosses sommes d'argent en leur tapant dans la main en disant bon, je te fais confiance, quand tu peux, tu me rembourses. Mais voilà, il le faisait alors qu'il n'avait aucune garantie que le gars le fasse. Mais juste la parole d'honneur. Mais c'est de la parole d'honneur, quoi. Pourquoi je t'en parle, c'est ce que j'aime bien, c'est que je trouve que c'est ce qui est peut-être un peu perdu avec le football, c'est que c'était ce côté entre guillemets bon enfant du football. Ouais. Bah oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, j'ai commencé, j'allais dans le vestiaire. Je me suis assis à côté de Platini, je me suis assis à côté de la première finale de la Coupe d'Angleterre que je vis. Alors c'était Coventry contre Tottenham, je ne sais plus l'année, il faut regarder sur les archives, c'est début des années 80. Et j'arrive à Wembley, l'ancien Wembley, celui qu'ils ont détruit, c'est une honte, ils ont détruit, il y avait les 2 tours. C'est des salopards d'avoir détruit Wembley. Et puis, je fais mon papier, puis à la fin du match, j'ai aucun décode. C'est la première fois que je viens en Angleterre pour faire un grand match, j'ai pas mes potes encore anglais, donc je me débrouille tout seul. Je descends après le match en pensant que, comme en France, je vais pouvoir aller au vestiaire, je sais pas quoi. Puis je descends, puis Coventry, à la surprise générale, a gagné la Coupe d'Angleterre. Et contre le grand Tottenham de Hardy-Less, de tout ça, quoi. Et puis je passe un barrage, je passe 2 barrages, je sais pas comment. Et à un moment donné, j'arrive devant un vestiaire et j'entends chanter, machin. Je dis bon, ça doit pas être le vestiaire des perdants. Donc je passe un truc et je rentre dans le vestiaire. Et là, les mecs sont en train de chanter, tout ça. Il y a la Coupe d'Angleterre, la FA Cup. S'il y a une coupe au monde que tu as envie d'avoir, c'est la FA Cup. Et puis l'entraîneur, qui était chauve, je ne sais plus comment il s'appelait, comme ça, un bestiau,
je vais le voir, puis je lui pose 2 questions, journaliste. Et puis il me fait hey, t'es français, qu'est-ce que tu fais là et tout. Je dis I don't know, I am Amir. Amir. I don't know. Et je suis là, quoi. Il me prend comme ça, il me dit viens avec nous. Et là, il me prend la coupe qui était remplie de, je crois que c'était de la bière, malheureusement, ça ne faisait pas du champagne. Il me prend la coupe et il me fait boire comme ça la coupe d'Angleterre. Tu te rends compte, j'ai bu dans la coupe d'Angleterre. C'est souvenir, ça va être J'ai énorme. bu dans la coupe d'Angleterre. Et ça, je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que tu as eu tous tes débuts dans le foot. Ouais. Tu as eu ce souvenir-là. Ouais. Ton début dans le tennis, tu as eu Yannick Non, Noah. Yannick À Noah. chaque fois, à tous tes débuts, tu as eu le. Ouais, ouais. des trucs complètement Mais fous. ouais, regarde par exemple, la première compétition internationale que je fais, c'est l'Euro 88. L'Euro 88 se passe en Allemagne. On me dit, tu suis les Pays-Bas. Bon, ok, je suis les Pays-Bas. Putain, premier tour, bing, Pays-Bas. Deuxième tour, bing, troisième, quatrième. Et ils vont en finale contre l'URSS. Oh. Et but de Van Basten, là, le fameux but de la droite, but de Gullit, je crois, ils battent l'URSS en finale. Et, Mais t'es un porte-bonheur. et là, je me dis, putain, c'est incroyable ça. J'espère que tu Première prendras la même compète. chose devant nous. Première compète, je gagne. Et là, pareil, j'étais devenu pote avec un joueur qui était le gardien remplaçant des Pays-Bas. Et pareil, là, tu descends, t'es sur le terrain avec eux, tu fais la fête C'est avec dingue. eux. À l'époque, ça passait. Et le gars me sort, il avait son sac et il me sort son maillot d'entraînement, comme ça, et il me le donne. Ah putain, ça. 98 Coupes du Monde. Je commence avec les Anglais. Donc on est à l'hôtel Hermitage à La Baule, on est très bien, les Anglais, ça va bien. Ah, il était à l'Ermitage à la Baule. Ouais, non, moi j'étais à l'Hermitage. À l'époque, Ah oui, on avait les il y moyens. avait les moyens, Voilà. l'équipe. Ouais. Et puis, ils jouaient à la Beaujoire voilà. alors. Et eux, ils étaient, je sais pas où, à 15 bornes. Et donc, Ça, j'étais avec les bien. journalistes anglais. et, C'était dans un hôtel moins bien, les Anglais. et puis, premier tour, bon, ils sont qualifiés. Huitième de finale contre l'Argentine à Saint-Étienne. Bing, l'Argentine gagne. On me dit, bah, Bild, tu vas faire les Argentins. Ok. Donc, je fais les Argentins. Quart de finale, donc, contre de mémoire, les Pays-Bas. Non, pas les Pays-Bas. Les Pays-Bas gagnent. On me dit, Bild, c'est pas grave, tu vas faire les Pays-Bas, tu connais bien, t'as déjà fait. Ouais, pas de problème. Il y a 10 ans, tu te Voilà. souviens, c'est pareil. Donc Pays-Bas, demi-finale, Brésil. Ping, Brésil gagne. Bild, c'est pas grave. Brésil. Tu vas faire Brésil. Et en finale, le Brésil a perdu. Bon bah, il est temps qu'on arrive. On est arrêté depuis. Petite surprise pour toi. Ouais, petite surprise pour toi. Tu sais, il y a toujours une destination. On souhaite faire plaisir évidemment à nos invités. On va aller chez Passion Automobile, qui est l'une des très rares librairies. Ah oui? Ah ouais, qui est uniquement dédiée aux ouvrages automobiles. Ok. Je leur ai évidemment parlé de ta passion pour Jim Clark, Ouais. de ta passion pour la Formule 1 des années 60, Ouais. 60 et 70. Ouais. Ils vont nous accueillir Ah. et ils vont te réserver quelque chose. Et on y va. On y va, Ah ouais. on y va. Et on va sortir. Allez, vas-y. Bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour messieurs. Eric, enchanté. Eric, Enchanté. Frédéric, on est chez vous. Merci. Merci de nous accueillir. Non, on est bien normal. chez vous. Hein, on est bien chez vous parce qu'il pleuvait dehors. Bon. Et vous êtes la seule librairie. À la seule librairie à Paris, c'est évident. En France, pratiquement. Et on fait partie des 4-5 librairies européennes d'aviation Et d'automobile aussi. et d'automobile. Ouais, il y a énormément, Ok. énormément de voitures. Tiens, il y a ma Fiat 500 là. Il y a ta Fiat 500. Ouais. Bah, j'en ai C'est- une. Mais oui, tu roules en Fiat Ah 500. ouais, j'ai une vieille. Une vieille hein. 71. Bon, celle-là, elle est plus ancienne. La mienne est bleu-vert, turquoise. Et ça fait plus de 20 ans que j'ai ça, je m'en séparerai jamais. C'est trop bien. Et ça, ce sont des plaques alors, c'est ça? Ou des calendriers, pardon. Ce sont des calendriers. Et puis bah, il y a des livres formidables. Hein. Ouais. On peut le dire ou pas? T'as la Légion d'honneur de Monaco. Oui. C'est vrai Oui, ouais. Ah, je savais pas ça. Ouais. Bon, en fait, Remis des mains du prince. remis des mains du prince. J'ai reçu un courrier. C'est formidable. mais- Le petit garçon Eric, Ouais. qui adore le Grand Prix de Monaco, Légion d'honneur. Ouais. Alors l'histoire, il y a un mois, je reçois un mail, on me dit voilà, vous n'avez toujours pas répondu à notre courrier, un mail du palais princier. Je dis mais quel courrier? J'ai jamais reçu. Le courrier s'est perdu au journal, comme quoi on me remettait donc la Légion d'honneur, que là-bas ça s'appelle l'ordre de Saint-Charles. C'est dingue. Et j'avais un courrier officiel donc du prince
qui me disait, voilà, le courrier spécifique sur la volonté Sur du proposition, prince, ouais. sur proposition du prince, j'allais recevoir cette décoration. Bon, ça m'a surpris. Deux, je ne peux pas juger de la légitimité ou pas, mais franchement, ça fait plaisir dans le sens où, parce que depuis 7 ans que je vais sur ce Grand Prix, tous les ans, j'essaye de travailler avec le prince. Hein, Tu l'as eu quand? là, au mois de novembre. Et en fait, j'essaye de tous les ans de monter un sujet avec le prince. Alors la première fois, j'ai été reçu dans le bureau d'apparat dans lequel il reçoit les sommités du monde. Et puis la deuxième année, on me dit le prince doit bien vous aimer parce que vous avez rendez-vous dans le bureau qui est son bureau personnel, qui est le bureau qu'il a gardé et dont il n'a rien modifié au niveau des meubles de la princesse Grace. Ah ouais. Donc, qui est un endroit pour lui très intime. Émouvant, ouais. Et puis, voilà, de plus en plus, en fait, une relation de confiance s'est instaurée. On a visité le musée ensemble. Enfin, voilà. Donc, je me sens un peu chez moi. On a parlé tout à l'heure du Pays Basque, mais Monaco, professionnellement, émotionnellement, c'est très fort. C'est un Monaco basket, quoi. Ouais, absolument. Monaco, voilà. Et tout ça, c'est né avec le foot, en fait. Parce qu'il y a 40 ans, quand j'ai commencé à travailler dans le foot, je travaillais aussi sur l'AS Monaco. Et avec Jean-Louis Campora, avec tout un tas de personnes autour du club, Geneviève Berti qui s'occupait de la communication, qui maintenant travaille avec le gouvernement monégasque. Et donc, en fait, ça a fait un lien. On se rend compte que mon univers foot, mon univers F1 se sont retrouvés à Monaco. Et en fait, l'alchimie des deux vous amène à avoir les portes du palais qui s'ouvrent. Bon, bravo, voilà. C'est un chouette. Mais un très beau souvenir. Ouais, tu vois. Et on va nous essayer de te laisser aussi un joli souvenir. On sera peut-être pas à la hauteur, mais en tous les cas, on y avait d'une autre. Mais c'est sublime, c'est sublime. En plus, voilà, mes deux pilotes fétiches, c'est Jim Clark et François Sevère. J'ai déjà un portrait original de François Sevère. J'en parlais tout à l'heure dans la voiture, avec une photo qui a été prise 3 mois avant son accident mortel à Watkins Glen, où il est en discussion avec Ken Tyrrell et Jackie Stewart. Et voilà, tu rentres chez moi, tu as un grand pilier comme ça, et il y a la photo. Donc celle-ci, elle est dans ma... Ouais, peut-être dans ma salle de billard. Ouais, c'est formidable, écoute. Voilà. Si vous aussi. Merci déjà. Un grand. Merci à toi. C'est nous qui te remercions. Voilà, vous me faites le cadeau déjà de me faire cette balade et de c'est toi qui nous fais me faire raconter plein de choses qui me font plaisir. Et en plus, il y a ce plaisir-là. Donc, ce que les gens qui nous regardent ne se rendent pas compte, c'est qu'on a 2 heures de rush. Ouais. Il y avait tellement d'histoires et on avait envie d'en raconter encore plus. Les amis, cet épisode touche à sa fin. Cet épisode est un peu particulier pour nous parce qu'en fait, ce projet, il est né en fait avec Eric. Parce qu'on en a discuté il y a quasiment 1 an. Et en fait, il est tellement absorbé par les... Ce projet n'était qu'une idée, qu'on a déjeuné ensemble, qu'on te l'a proposé. Tu nous as tout de suite dit oui. Et en plus, tu nous as dit, je vais vous aider à avoir un peu de monde, etc. Et on a discuté le projet. Et 1 an après, en fait, on est là, on l'a fait. Donc on te remercie déjà d'une première chose. Et on remercie également Frédéric de Passion Automobile, qui est rue de Rennes. Donc allez-y, c'est un chouette moment. Merci d'ajouter qu'il est très rare en plus. Oui. Mais voilà. C'est un très beau cadeau. On est content en fait de ce genre d'échange de bons procédés, si je peux dire, parce qu'en fait, grâce à des commerces comme le vôtre, la passion automobile continue. Et ça, mine de rien, il y en a de moins en moins, mais les gens commencent à revenir vers ça. Ouais. Et grâce à vous, ce genre de choses-là continue. Donc, merci à vous. Et encore un double merci, ça va être que les merci, après je vais arrêter, parce que là on est au 28e merci. Et puis de venir aussi dans cet endroit, hein, parce que c'est comme un peu dans la FNAC ou dans les grands rayons livres, on peut y passer des heures. Ben là aussi on passe des heures. C'est le temple de l'automobile. Et il y a tous les livres, enfin c'est exhaustif. Oui. Et il y a même des avions. Bien. Et il y a même des ouvrages très jolis sur le Volkswagen Combi. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager son ouvrage aussi? Parce que là, c'est la conclusion la plus longue du monde. Si quelqu'un veut partager quelque chose. Merci beaucoup, Frédéric. Merci encore. Frédéric, merci beaucoup. Merci beaucoup. On se dit, les amis, à très vite pour une prochaine émission. Vous n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu, la bise à mamie. Et à très vite.
À bientôt les amis. Salut.